Bonjour, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Michel Huth. Plaisir partagé, bonjour. Alors, c'est un colibri des temps modernes qui va nous expliquer... d'ailleurs, explique-nous toi-même, comment tu te définis en tant que colibri? C'est avant tout une démarche citoyenne. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans le monde dans lequel nous vivons. Et la fable du colibri m'a bien parlé dès que j'ai eu connaissance de cette vision des choses, puisque le monde est en fait la somme de tous nos comportements individuels et il est façonné par tout ce qu'on y met, de positif ou de négatif. Et donc, en tant que colibri, forcément, ça invite à y insuffler des choses positives et utiles. Et quelle est ta façon, quel est le vecteur que tu préfères pour insuffler ces choses positives, justement? Alors déjà, j'essaie d'être moi-même à l'image du changement que je souhaite pour le monde. Donc, Attention, droit d'auteur Gandhi, je crois. c'est ça, je l'avais mis dans la poche. Tu peux sortir, Gandhi. Oui, effectivement, c'est vraiment une parole qui porte à travers les époques. Ça date pas d'hier, Gandhi, ça a bientôt un siècle. Et je pense que c'est ce qui me marque au quotidien, c'est cette volonté d'avoir une action positive déjà sur moi-même et sur mon entourage direct, par les choix que je fais déjà au niveau du mode de vie, au niveau de mes activités. Et il y a un côté effectivement alors plus militant à travers l'engagement associatif et l'écriture, puisque dans mon travail de romancier, je partage et j'essaye de faire connaître ces valeurs des colibris. Alors c'est bien, c'est très écolo parce qu'en fait ce sont des personnages locaux. Alors il y a un ancrage local très fort parce que j'aime beaucoup ma région et parce qu'on parle mieux de ce qu'on connaît bien en général, mais ce n'est pas forcément systématiquement le cas. J'ai écrit un roman qui se passe entre Israël et Palestine alors que je n'y ai jamais mis les pieds, donc il y avait un gros travail de documentation. Mais j'aime bien cette identité alsacienne, effectivement très, très complexe, souvent paradoxale, et donc je situe la plupart de mes romans dans la vallée de Münster et dans le Sungo pour l'un d'entre eux. Et le petit dernier, là, le polar qui vient de sortir, se déroule à Strasbourg et à différents endroits de la plaine d'Alsace. Donne-moi juste le titre de ce polar. Oui, il s'appelle Atomic Bretzel. C'est génial ce titre. Attends, moi, franchement rien que ça. Alors, l'autre livre, je vais vous le... Il est ici. L'autre livre, c'est pour ça que je parlais aussi tout de suite du colibri. C'est Le cri du colibri. Et là, Atomic Bretzel, enfin... Alors c'est la première fois de ma vie d'auteur que je trouve un bon titre. Enfin, Le cri du colibri, ça allait, c'était le tout premier, c'était assez parlant, mais voilà, les choix de titres de mes livres n'ont pas toujours été très heureux, et c'est vrai que c'est souvent le premier contact qu'on a avec un livre, et en tant qu'auteur, je m'intéresse plus au contenu et au message qu'à l'emballage, mais je me rends compte que le titre et la couverture font beaucoup, et donc Atomic Bretzel, c'est vrai que ça percute bien. C'est c'est un polar, et l'intrigue tourne autour du démantèlement, enfin de la fermeture de la centrale centrale nucléaire d'Archenheim. Oui, Et pour les non-alsaciens, comment vous expliquer vous ferez des recherches. Vous ferez des recherches, donc ce n'est pas Fessenheim, toute ressemblance serait purement fortuite, et donc ça donne un petit peu le ton, parce que l'idée c'est d'aborder ça avec beaucoup d'humour à travers un vieux personnage de flic décalé qui se balade en perfecto, Santiago, qui écoute du Renault, et qui est un petit peu en porte-à-faux par rapport à son époque, et qui essaye de revenir dans la course à travers cette enquête qui est un peu pour lui la dernière chance de faire quelque chose de sa carrière de flic qui piétine. Et bien sûr, mon personnage, Jackie, alors on parlait des jeux de mots, il s'appelait Schneckenbein parce que voilà, il traîne un peu les savates. Donc... Alors Schneckenbein, je pense que les non-alsaciens comprendront parce que tu sais que le terme Schneck s'est exporté depuis quelques années. Alors, pas forcément de manière très, on va dire, fine. Mais... Pourquoi c'était fin avant? Non, j'ai jamais été très fin. Non, je parle de Schneck. Ah oui. Et donc, mon Jackie Schneckenbein est mis sur l'enquête par sa supérieure parce que d'autres services de police enquêtent aussi, mais connaissent bien moins que lui les milieux alternatifs et un peu interlopes de la région. Et lui, comme il a beaucoup bourlingué dans pas mal de milieux alternatifs et louches, il a une bonne connaissance du terrain. Et donc son enquête, c'est une espèce d'enquête en sous-marin dont le but est de contourner des... En sous-marin nucléaire? Oui, bien sûr, atomique, un sous-marin atomique dans le Rhin avec les saumons. C'est pas parce qu'il y en a qu'il faut les manger. Et lui, donc, il entre avec ses gros sabots, puisqu'on sait que les Schnecks se promènent en sabots. Il rentre dans l'enquête avec ses gros sabots et il permet de mettre à jour des malversations aussi qui ont lieu parmi les forces de police. Donc il y a une histoire de ripoux.
Donc c'est assez mouvementé. Ouais, dis donc, de la pure fiction, hein, vraiment. Non, Oui, voilà, toute ressemblance avec des événements. En tout cas, c'est un des classiques du genre polar, puisque je ne suis pas du tout polar à l'origine, même si mes romans reposent sur le suspense et sur, en général, des intrigues assez rythmées. Mais il n'y a pas forcément l'aspect policier, gyrophare, poursuite. Voilà. Et là, je me suis pris du plaisir en fait un peu à parodier le genre du polar, mais avec une approche écolo, puisque mon Jackie délivre des petits messages. Voilà, il se déplace à vélo, il est végétarien, donc il y a des petites infos qui passent comme ça avec humour. Après, l'écologie pour moi, c'est pas uniquement ne pas mettre de papier sur le trottoir, on en parlait tout à l'heure avec des enseignants, c'est vraiment une écologie au sens large où l'humain a toute sa place, donc ça passe aussi par des relations internationales apaisées, le respect dû aux enfants, aux femmes, enfin à toute personne humaine, mais ça dépasse le cadre de juste ne pas émettre de carbone ou ne pas polluer. C'est vraiment une approche systémique et on va dire plus lucide de notre présence sur Terre. Voilà, si on veut que ça continue dans de bonnes conditions, je pense qu'il faut envisager ça de manière transversale et pas uniquement en changeant nos véhicules à gasoil contre des véhicules hybrides. Électrique. Merci pour le véhicule hybride. Un petit spécial dédicace à ma Prius. Hein. Ma Prius qui fête ses 175 000 km. 175 000, je sais même plus. Je compte plus. Quand on aime, on ne compte plus. Voilà, mais non, effectivement, tous ces débats très ciblés, oui, évidemment, ce n'est rien à côté d'une démarche globale. D'ailleurs, le terme même écologie est très global, il n'y a même pas vraiment de définition. Donc finalement, on y est, on y est quand on est dans une démarche qui parle du vivant, finalement. Oui. Donc Oikos, c'est la planète, hein, donc c'est tout ce qui nous environne. Et alors le fait d'aborder ça par le roman, c'est aussi un choix que j'ai fait en me rendant compte que quand on parle d'écologie, c'est souvent par le biais de documentaires un petit peu arides. Alors il y en a qui le font par des chansons, par des sketchs très vivants. Oui, pareil. Des petites chroniques amusantes, pleines d'humour, avec des jeux de mots. Et moi je trouve ça magnifique parce que on a quand même un peu imprimé dans l'esprit des gens que l'écologie, c'est rabat-joie, c'est donneur de leçons, c'est triste, c'est chiant. Je ne sais pas si on a le droit de dire des gros mots dans cette... mais on peut tout dire. On peut tout dire, d'accord, même chiant. Donc, et j'ai trop souvent été confronté à des gens qui disent « Ah oui, mais non, mais les écolos, ils nous empêchent de vivre. » Non, pas du tout. Pour moi, l'écologie, c'est l'art de vivre, justement, et de bien vivre. Et même quand les conditions sont un petit peu compliquées, c'est ce que font mes personnages dans mes romans. Ils cherchent ensemble, ils élaborent sur le principe d'intelligence collective des solutions durables et qui peuvent être agréables et qui peuvent même permettre une qualité de vie élevée. Qu'on n'a pas forcément dans des modes de vie plus consuméristes. C'est ça, il n'y a pas de notion d'effort. En fait, ça devient... Enfin, c'est juste un mode de vie, finalement, par exemple, toi, au quotidien, dans ta vie quotidienne, est-ce que tu as des petits exemples de choses, justement, que certaines personnes pourraient considérer comme étant des efforts, mais qui, en réalité, sont tout simplement une découverte que tu as pu faire et qui t'a apporté vraiment des bienfaits? Oui, par exemple, avant, le dimanche, j'allais me promener en 4x4 en forêt, et là, je me suis acheté un quad, et ça consomme quand même beaucoup moins. Avant, j'étais à 15 litres au 100, le quad, c'est à peine 9 litres, donc ça vraiment... Ouais, on parlait de tolérance, je pense que là, il va falloir... Non, j'aime bien blaguer, ne coupez pas. J'y crois pas, non, mais c'est vrai, non, là, tu blagues, t'as vraiment fait ça, là. Non, alors au quotidien, effectivement, on a choisi avec ma famille et mon épouse, alors les enfants, on leur a pas demandé leur avis, malheureusement, comme souvent aux enfants, un mode de vie assez sobre et assez simple. Et alors ça passe par limiter les déplacements au maximum, les faire dans la mesure du possible en transport en commun ou à vélo, consommer local, de saison, acheter en vrac, réduire ses déchets. Et il y a 5 ans maintenant, nous avons autoconstruit en grande partie une maison autonome en paille et en terre, donc non raccordée au réseau électrique, et voilà, que nous chauffons avec 3 stères de bois, 4 stères de bois par an, du bois qu'on fait sur la parcelle elle-même. Dans la vallée de Münster, donc à une certaine altitude, je précise, pour ceux qui... Ouais. C'est pour ça que j'ai rajouté 3-4 stères, parce que là, la saison a été longue, et je crois que je suis en train d'attaquer le 5e stère. Le 5e stère de la vallée de Münster. Voilà, de Münster, M-I-N-T-S, donc j'utilise Münster de bois,
chaque année. Mais en tout cas, pour une maison de 100 mètres carrés, du fait qu'on n'a pas de compteur électrique, qu'on consomme peu d'eau parce qu'on est attentif à ça aussi et qu'on utilise le bois qu'on produit sur place, on a en fait une maison qui ne nous coûte rien à l'usage, à part la taxe foncière. Et encore, non, on a été exonéré de taxe foncière parce que c'est une éco-construction. Et donc j'ai découvert... Vous saviez ça? C'était la grande surprise. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu d'avis de taxe foncière. Donc effectivement, il y a moyen. La difficulté, en fait, c'est de lever tous les freins qu'on se met. Souvent, les limites et les barrières ne sont pas réelles. Elles sont supposées parce qu'on a peur que si on vit autrement, on va s'exclure ou que ça va être plus difficile. Alors effectivement, moi, si je mets pas de bois dans ma cuisinière, la température ne monte pas. Donc ça demande quand même un petit effort. C'est pas juste, j'ai ma télécommande, toc, je mets 23 degrés, ça chauffe tout seul. Et le frigo, tu le chauffes au bois, enfin tu le refroidis au bois? Alors ben non, parce qu'en fait, sous nos latitudes, on a besoin de frigo très peu de temps dans l'année. Donc là, nous sommes en mai. Le frigo, on a dû le débrancher fin septembre l'année dernière, je pense, et on a un cellier. Et comme en plus nous ne mangeons pas de viande ni de surgelé, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'une machine qui fait du froid. Et donc les légumes, les quelques fromages qu'on mange sont conservés dans un cellier, donc sans électricité. Et on utilise le frigo en été quand on a envie d'avoir des boissons un peu plus fraîches ou que la salade ne tire pas trop la tête. Quoique quand on la cueille dans le potager, elle est fraîche. Donc si on ne la garde pas, on n'a même pas besoin de réfrigérateur à la limite. Mais bon, servir une bonne boisson fraîche, c'est agréable. Et donc le frigo ne fonctionne qu'en période de forte production d'électricité. Puisque donc on est autonome avec des panneaux photovoltaïques et donc effectivement l'été on a du courant à revendre, donc là on peut effectivement en mettre un petit peu dans le frigo. Et tu vois, il y a cette notion de des personnes qui peuvent nous écouter, alors peut-être pas ceux qui sont abonnés à ma chaîne, mais qui se diront oh là là, mais il y a quand même une notion de contrainte et tout, alors qu'en fait non. C'est ça qui est important, c'est ne pas d'être dans cette notion d'effort. Tu le disais, tu as découvert que tu payais même pas la taxe. C'est juste incroyable. On a envie de dire, si vous le faites pas pour la planète, vraiment faites-le pour vous. C'est vraiment cette idée-là, et avec ce confort, parce que les maisons en paille, je crois savoir que c'est extrêmement confortable en termes de confort, notamment thermique. Oui, alors c'est très agréable parce que comme la température est homogène dans une maison en paille, il n'y a pas d'effet de paroi froide qu'on a dans des bâtiments moins bien isolés. Les années 70, par exemple, chauffé à l'électricité. Voilà, où vous mettez un grille-pain dans un coin qui va vous donner une belle chaleur dans un rayon de 2 mètres, mais où vous aurez des coulis d'air froid qui vont arriver, effectivement, des murs moins bien chauffés. Donc la température de confort idéale dans une maison en paille, elle est à 17-18 degrés, et à 20 degrés, on commence vraiment à avoir très chaud, parce que comme il n'y a pas d'effet de paroi froide et de rayonnement, donc on n'a pas besoin de surchauffer. Et donc il n'y a pas ces mouvements d'air, donc il n'y a pas du tout de courant d'air, il n'y a pas de coulis d'air froid, et donc on s'y sent vraiment bien. L'hygrométrie est aussi très bien régulée par la chaux, et donc qui est présente dans les enduits muraux. Voilà, il y a beaucoup de bois, donc c'est effectivement un endroit très agréable à vivre. Et pour ce qui est des contraintes, nous, notre démarche d'éco-construction et d'éco-consommation, c'était justement une quête de liberté, parce que en s'affranchissant de certaines contraintes, notamment financières, on gagne énormément en liberté. Donc j'ai eu l'occasion de le dire, je suis auteur, écrivain, donc c'est forcément une activité très peu rémunératrice. Si on n'avait pas par ailleurs cette démarche de sobriété volontaire, de sobriété heureuse, eh bien on serait peut-être en difficulté par rapport au fait que j'ai pas de revenus stables. Et là tu peux vivre de ta passion en étant dans un cadre qui te correspond, et en mangeant ce qui te correspond aussi. Tu évoquais aussi le fait que tu manges très peu de viande. Tu es quoi? Tu es flexitarien? Alors, flexi, et j'y tiens parce que dans les repas, il y a une dimension sociale. Et voilà, j'ai côtoyé aussi quelques personnes un peu plus radicales, et ça peut être pénible en société quand on commence à trier dans l'assiette, à faire la tête, parce que donc quand on a la chance d'être invité à manger quelque part, s'il y a de la viande, on la mange avec gratitude, avec une pensée pour l'animal sur lequel on a prélevé cette viande, et avec surtout beaucoup de reconnaissance pour la personne qui l'a cuisiné et qui a pris soin de préparer ce repas. Donc effectivement, flexitarien, et donc beaucoup de liberté aussi, par le fait qu'on n'est pas dans la démarche de perdre sa vie à la gagner.
Je pense que beaucoup de personnes n'imaginent pas qu'on peut s'affranchir parce que comme un choix qui n'est pas toujours un choix libre et vraiment consenti va entraîner une autre conséquence qui va entraîner une autre nécessité. Je prends le mécanisme du crédit par exemple, typiquement quand on a un gros crédit sur le dos, on ne peut pas se permettre de réduire sa quantité de travail, donc on n'a pas le temps de cuisiner soi-même, donc on mange le premier truc qui nous tombe sous la main, qui doit aller vite, passer au micro-ondes, crac boum, surgelé. On n'a pas forcément de temps pour partager des activités avec ses enfants, avec sa famille ou avec son conjoint, sa conjointe. Et donc on est dans une espèce de spirale, comme ça je raconte ça un peu au début du Cri du Colibri, là mon personnage fait une grosse saturation par rapport au quotidien qu'il subit plus qu'il ne le vit. Et donc la démarche de la transition, c'est déjà dans sa tête de faire un petit pas de côté et simplement d'imaginer qu'on pourrait faire autrement et de s'autoriser, de se donner la liberté et la chance d'essayer de faire autrement. Et on se rend compte que ce qu'on fait à l'extérieur se voit à l'intérieur. Ça, c'est vraiment le côté inattendu de ces démarches où on remet en cause des habitudes, des choses finalement pour lesquelles on ne s'est même pas posé la question. On le fait beaucoup par habitude ou en tout état de cause, par conditionnement. Et où finalement, quand on est amené à sortir de cette zone d'habitude, eh bien, on gagne, comme tu l'expliquais, en liberté. On gagne aussi en simplicité, dans ce que j'entends. On gagne tellement de choses qui sont précieuses. Aussi dans le relationnel, tu parlais aussi des transports en commun que tu valorises. Dans ton livre, on voit à quel point les transports en commun deviennent, que ce soit du covoiturage ou du transport en commun classique comme le train, à quel point ça devient un lieu de convivialité, d'opportunité, de rencontre. C'est ça. Mais pour ça, il faut arriver, tu parlais du conditionnement, il faut arriver à sortir des schémas préétablis et surtout des peurs. Puisque le levier absolu en ce moment, et on le vit plus que jamais, c'est la peur, c'est de maintenir les gens en état de servitude ou de dépendance, en leur faisant peur à l'idée que s'ils venaient à changer quelque chose, leur vie serait insupportable. Alors que de mon point de vue, c'est plutôt un peu le contraire, c'est plus une liberté qui serait à reconquérir par rapport à des modes de vie qui sont stressants, anxiogènes, pathogènes même, parce que quand on mange mal, mauvaise qualité d'habitat, de sommeil, de relations, tout ça, ça a des impacts très forts sur la santé. Et parfois, on peut vivre des situations de crise qui apparaissent comme dramatiques. On parlait en hors-champ tout à l'heure des burn-out et des situations de stress ou d'épuisement. Ça peut aussi être des cadeaux de la vie qui invitent fortement à repenser les choses. Donc soit on va effectivement jusqu'à l'effondrement, et là ça peut être très long, très pénible, pour la reconstruction peut prendre beaucoup de temps, ou alors si on est attentif aux signaux d'alerte, on peut parfois anticiper, comme le personnage, la Paul dans Le Cri du Colibri, qui fait son pas de côté juste au bon moment. Il sent qu'il arrive dans une impasse dans sa relation avec sa fille qu'il élève seul, dans son métier ça colle plus, son mode de vie ça va pas, il perd pas son temps dans la voiture, et du coup au lieu d'aller jusqu'au bout du bout en se disant non il faut que je tienne, c'est ce qu'on attend de moi, eh bien il s'autorise, et la vie lui fait un petit cadeau. D'ailleurs la vie lui offre une petite porte latérale comme ça, toute petite, qui paye pas de mine, et il dit c'est peut-être le moment, tiens je vais pousser cette porte et je vais voir ce qu'il y a derrière, et lorsqu'il découvre derrière c'est juste tout un univers. Justement, est-ce que tu crois au hasard ? Alors, non, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Souvent, on met le nom de hasard sur certaines choses, mais je pense que la vie nous fait vraiment souvent des cadeaux, mais les cadeaux sont parfois emballés de manière un peu surprenante. Et, oui, le cadeau burn-out, ça peut effectivement être plus... Voilà, souvent, et puis ça demande un investissement assez fort pour tirer la substantifique moelle là, justement de cette os. Et tu pompes pas d'autres auteurs, hein. Attention, je précise que c'est Rabelais là, hein, si je me trompe. Oui, c'est ça, je pique quand même à droite à gauche, j'ai lu 2-3 livres dans ma jeunesse. Du droit d'auteur, ça m'évitera de le mettre à la fin de la vidéo, tu sais. D'accord, donc voilà, certains nous invitent à cultiver notre jardin, par exemple. Aussi, Voltaire. Et donc, si on arrive à aller au-delà de l'apparence des choses et de la réaction de peur et de repli qu'inspire une situation nouvelle et potentiellement inattendue ou stressante, eh bien on peut découvrir des vrais trésors derrière, et si on arrive à les valoriser, c'est des belles... Donc hasard, non, mais petit cadeau de la vie, petit clin d'œil du destin peut-être quand même, pour nous inviter à changer des choses. Oui, puis parfois le hasard prend même la forme de synchronicité, où là c'est plein de petits hasards finalement qui se disent « Oh, tu m'as vu, puis je suis pas seule ». Ouais. Et parfois, la vie repasse même les plats, parfois. Il y a des rencontres qui n'ont pas lieu parce que voilà, ça aurait pu, mais ça ne s'est pas trouvé. Et puis finalement, par un autre biais,
Voilà, Comme nous, non mais je précise que on s'est croisés sur un salon Beyond Co, mais on a fait que se croiser. Et puis on s'est recroisés par le biais de la radio cette fois-ci, les ondes. C'est comme ça qu'on s'est recroisés. Les ondes, justement, je pense que par les modes de vie, on va dire standards, on se coupe de pas mal d'énergie une énergie qui nous est donnée, ou en tout cas dont on pourrait se saisir, mais comme on est coupé de nos ressentis, de nos sensations, de nos relations, de notre lien social, surtout en ce moment, eh bien, on perd cette capacité à sentir, à capter les invitations que la vie nous lance. Et justement, le fait de sortir le nez du guidon, de faire son pas de côté, ça permet de découvrir des champs de possibles absolument énormes. Le champ des possibles, là on est chez Pierre Rabhi, donc encore une citation, Pierre. Pierre Rabhi, je crois que tu l'as rencontré d'ailleurs. Oui, alors il m'a fait l'immense honneur de préfacer le livre, le Cri du Colibri, et j'ai eu grand plaisir à le rencontrer chez lui en Ardèche, autour d'un constat qu'on a fait chacun de notre côté, constat qu'il est assez difficile de sortir du cercle finalement assez restreint de personnes qui ont déjà entrepris leur transformation de vie. Et au moment où je l'ai rencontré, il rentrait d'un cycle de conférences où il disait c'est quand même un peu terrible. Alors les gens acclament mon nom, c'est tout, ils n'embrassent pas ses sandales. Alors pour l'ego, effectivement, c'est très flatteur. Mais pour ce qui est de partager ce message de colibri et de transition, si on s'adresse à des personnes déjà sensibilisées, au bout d'un moment, on a la sensation de plus avancer. Et c'est à ce moment-là, dans ce contexte-là, qu'est né du côté de Pierre le projet de film Demain avec Cyril Dion, qui devait être présent à notre rencontre, et puis finalement ça s'est pas trouvé. Et pour moi, ce projet de roman. Et donc c'était ce constat que si on ne va pas sur le terrain où se trouvent les gens, et si on reste, alors je pense beaucoup de bien des rencontres type foire éco-bio, salon, etc. Bien sûr, parce que les colibris, on a envie de pas se sentir seul aussi. Ça fait aussi du bien de sentir que, ok, on a notre petit bec individuel, mais ça fait du bien aussi de se retrouver, de se donner de l'énergie justement aussi entre nous. Mais bien évidemment, oui, c'est la fameuse problématique du comment transmettre. C'est ça. Mais on a besoin de ces moments de retrouvailles aussi. D'ailleurs, la foire éco-bio de Colmar a sauté là pour la 2e fois. Et c'est triste parce que ce sont des moments de ressourcement, de partage de joie, d'enthousiasme aussi. Et c'est souvent ce qui fait défaut quand on s'investit pour un peu des causes collectives pour la planète. C'est vrai que ça demande quand même une certaine énergie. Et on a besoin de se connecter les uns aux autres pour retrouver ce plaisir du partage. Pour pouvoir justement après rayonner vers d'autres publics. Oui, ce qui est beau aussi dans l'image du colibri, c'est que finalement, il fait sa part et il est avant tout lui-même, le colibri. Il le fait avant tout pour lui. C'est ça, il faut déjà se relier à soi-même. Être bienveillant à son propre égard et ne pas être dans l'injonction tout le temps de performance, de rester dans les schémas établis, dans la peur du qu'en dira-t-on, parce qu'on est beaucoup conditionné par nos peurs, peur de ne pas être comme il faut, peur de... Surtout en ce moment, la peur, on voit un petit peu, parce que le colibri est un animal qui fait sa part, il ne se pose pas la question de ce que font les autres, mais quand même, il a aussi besoin de se sentir relié à d'autres colibris et pas de se dire, les autres colibris sont des ennemis. Voilà, alors contrairement à ce qu'a dit Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est pas forcément les autres. Donc les autres peuvent être des partenaires aussi, des ressources, des sources d'inspiration, et on peut s'encourager mutuellement à travers l'intelligence collective ou simplement en étant inséré socialement, partager de la joie, du plaisir à travers des festivals, à travers des foires éco-bio, à travers du théâtre, du spectacle vivant, de la musique, du chant, que sais-je, donc tout ce dont par hasard nous sommes privés en ce moment, c'est quand même assez étonnant. Par hasard, le fameux hasard. Voilà, on a besoin pour être en forme de vitamine D, donc il faut être au soleil, on nous laisse derrière les écrans enfermés chez nous. On a besoin de s'oxygéner, on nous dit faut pas quitter la ville parce qu'on n'a pas le droit de faire plus de tant et tant de kilomètres. Je sais que c'est un combat que tu as mené. Et donc, il faut pas oublier de se nourrir de cette énergie, alors soit de capter tout ce que la terre, la nature et la culture nous donnent, nous offrent, et ce qu'on peut se procurer les uns aux autres en interagissant, en s'inspirant les uns les autres sur le principe de l'intelligence collective, de la démocratie, enfin tout ce qui nous a nourris
depuis les origines de l'humanité, dont on se coupe toujours plus actuellement. Donc voilà, prendre soin de soi aussi physiquement par une alimentation saine, par un mode de vie soutenable, et c'est ce qui permet après de faire ce premier pas vers un monde plus souhaitable. Et c'est vrai que souvent on a l'impression que c'est un Everest à gravir et qu'on n'arrivera jamais à franchir ces montagnes qui semblent insurmontables. Oui, c'est la notion de dire à quoi ça sert à rien, de toute façon on ne changera pas les choses. Alors ça, c'est la bonne excuse quand on n'a pas envie de changer, de dire de toute façon, mais si je change, ça va pas changer puisque les 8 milliards d'êtres qui restent ne changeront pas. Après, si moi je change pas, je vois pas pourquoi mon voisin se mettrait à changer, il n'a aucune raison de le faire. Donc... On s'en fout de ton voisin, s'il y a 7 milliards 989 ISO, l'autre... Donc on va commencer par soi déjà, on ne peut pas maîtriser la vie du voisin et heureusement ça serait grave. Donc on va déjà commencer par dans nos vies à nous faire des choses qui ont du sens, faire ce premier petit pas, puis on va en faire un deuxième après, découvrir tout le plaisir, toute la joie que ça apporte et après on sera peut-être très surpris de voir qu'on a gravi les 2 doigts dans le nez, le Tenchel, le petit ballon et peut-être un jour cet Everest qui nous attend, qui sait. Mais si avant de faire le premier pas on décrète que de toute façon on n'y arrivera pas, ça c'est sûr que ça marchera pas. C'est un bon prétexte pour rester dans sa zone de confort et surtout ne jamais rien remettre en question. Et moi, je suis plutôt dans l'idée de dire essayons, expérimentons, faisons une petite chose, puis ça en appellera une deuxième. Certains vont prendre soin d'abord peut-être de leur alimentation, d'autres vont être plus sobres dans leurs déplacements, d'autres vont prendre soin de la gestion des déchets, par exemple. Et un domaine en appelle un autre. Si on commence à consommer de saison, forcément, on génère moins de déchets. Donc, c'est aussi un bienfait après pour la santé. On se sent mieux, on digère mieux. On peut, voilà, après ouvrir des portes sur d'autres possibles. Eh ben merci Michel. Je rappelle le nom de ton livre en lien direct avec le colibri, Le Cri du colibri, mais c'est une trilogie, hein. Il y a 3 autres livres derrière. Oh, puis le tout dernier, Atomic Bretzel. Oh, franchement, c'est... Ouais, j'ai trop hâte, hein. Je ne l'ai pas lu encore, Atomic Bretzel. Et merci pour ce que tu fais. Merci d'abord de penser aussi à toi, à te faire du bien, à toi, à faire ce qui est bon et aussi à le diffuser, puisque tu as cette chance de pouvoir le diffuser, de pouvoir témoigner pour les colibris, comme pour ceux qui seraient encore des pélicans, ou peut-être, en tout cas déjà les plus près de chez nous, des pingouins, ou plus près de chez nous, les cigognes. Voilà, merci beaucoup en tout cas, et puis prends soin de toi. Merci, toi aussi, prends soin de toi. Je termine juste sur une parole que m'a adressée un ami juste au moment où j'avais besoin d'entendre ce mot-là dans ma vie, dans une période qui était compliquée. Il m'a dit « Le meilleur service que je puisse rendre aux autres, c'est de prendre soin de moi pour être bien déjà moi-même. » Donc voilà, avant de vouloir déplacer des montagnes ou sauver le monde, essayons déjà de nous faire du bien dans nos vies, ça sera un bon début. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous et vous prendrez soin de la planète. Si vous aimez mes vidéos, vous adorez mon livre Écolothérapie, la positive attitude pour prendre soin de soi en prenant soin de la planète. Sans prise de tête, ça va de soi.